J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui mes travaux intitulés Modélisation mécanique des milieux complexes. De façon générale, mes travaux de recherche peuvent être divisés en deux catégories, modélisation multi-échelle des milieux continus et des milieux discrets. La première partie concerne la modélisation multi-échelle et l'étude d'instabilité des matériaux hétérogènes et l'analyse de vibrations non linéaires des nano-electromechanical systems NEMS. Et depuis 2012, les particules déformables. Les travaux de la deuxième partie concernent principalement les milieux granulaires, déformables, humides, cohésifs, la compaction des matériaux particulaires, le procédé d'agglomération et la rupture des milieux poreux. Mes activités de recherche m'ont amené à développer différentes méthodes numériques, notamment pour les particules déformables. J'ai développé l'approche basée sur l'accouplage de la méthode dynamique des contacts et la méthode des points matériels que je le présenterai plus tard. Par la suite de cet exposé, j'ai choisi de me concentrer sur mes travaux relatifs aux milieux discrets qui constituent une majorité de nos activités actuelles de recherche. Les milieux discrets, comme vous savez, sont très importants dans la nature et l'industrie. On les rencontre en génie civil, en mécanique de sol et de roche, mais aussi dans les domaines pharmaceutiques et agroalimentaires. Donc, la diversité des sous-milieux et leurs nombreuses utilisations technologiques les rendent incontournables dans de nombreux domaines scientifiques et industriels, ce qui m'a attiré vers l'étude de ces milieux. Donc, les milieux discrets sont composés de particules de taille qui varie de micromètres à mètres. Le comportement de ces milieux dépend de trois types de paramètres. Le comportement individuel de particules telles que leur déformabilité, l'interaction entre particules comme le frottement et cohésion, et les interactions avec leur environnement. Dans ce contexte, je m'intéresse ici à deux catégories de milieux discrets, les matériaux à particules molles et les matériaux granulaires humides. Les matériaux à particules molles définissent une classe importante de milieux discrets. Ces particules peuvent subir des grandes déformations sans se rompre. Vous pouvez voir ici des exemples de ces matériaux, comme les poudres métalliques, les microgels, les émulsions et les vésicules. Ces matériaux à particules très molles peuvent atteindre des capacités très élevées et dépasser la capacité maximum de particules rigides, Random Class Packing, RCP, qui est de l'ordre de 0,64 pour les sphères. De même, leur déformation résulte à la fois des réarrangements des particules et leur changement de forme. Et donc, leur comportement mécanique dépend de la pression de confinement. Mais le comportement et les propriétés de texture des assemblages de particules molles restent peu explorés à ce jour en raison de l'absence d'outils numériques et expérimentaux appropriés. Il existe donc de nombreuses questions ouvertes sur leur comportement mécanique. Comment les propriétés remplissage de l'espace des particules molles dépendent-ils de la pression de confinement? Comment peut-on caractériser leur microstructure et comment se comportent-ils en compaction et en cisaillement? Pour la modélisation des systèmes granulaires, on peut utiliser souvent la méthode discrète DEM, telle que la dynamique moléculaire et la dynamique des contacts. Dans ces modèles, on suppose que les particules sont dures et leur forme et volume ne varient pas et on prend en compte seulement l'interaction entre particules, par exemple en considérant la loi de contact de Hertz. Par contre, pour les particules molles, pour prendre en compte le changement de forme et volume des particules, les degrés de liberté interne doivent être pris en compte. Chaque particule doit donc être discrétisée. Donc, deux stratégies de modélisation différentes sont possibles. D'abord, la modélisation d'une particule comme un assemblage de particules primaires dures, c'est le modèle de particules liées au Bounded Particle Model, BPM. Et ensuite, la modélisation d'une particule molle en divisant la particule en éléments finis ou en points matériels. Dans ces deux dernières techniques, pour prendre en compte les interactions entre particules, elles doivent être couplées avec les méthodes discrètes. Ici, on a utilisé la méthode de dynamique de contact. Je présente maintenant brièvement le modèle de particules liées, au BPM, qui est basé
sur la représentation des particules déformables par un assemblage de particules primaires rigides. Là, le BPM est une approche simple car elle permet une application directe de la DEM pour la simulation des grains déformables. Dans le BPM, nous avons besoin de forces d'attraction à longue distance entre les particules primaires. Nous utilisons une loi de force Lennard-Jones en même temps qu'une force répulsive. Cela peut être simulé en utilisant l'ADEME. Ici, on a utilisé la dynamique des contacts pour les particules primaires. Cette loi de force implique une force caractéristique F0 et une longueur caractéristique A0 qui, ensemble, conduisent à une contrainte caractéristique qui, comme nous le verrons, est à l'origine de seuil de plastique de matériaux. Vous pouvez voir ici les diagrammes contraintes déformation pour la compression d'une particule en utilisant les approches numériques proposées, BPM, MPM, FM, et une technique expérimentale, et les différentes lois de comportement, élastique linéaire, néoquin et plastique. La particule BPM présente une réponse linéaire aux petites déformations, un comportement plastique au-delà. La contrainte appliquée soit reste constante, elle est presque égale à la contrainte caractéristique pi, définie à partir de la force caractéristique et longueur caractéristique A0. Sa valeur, ici, vous voyez, c'est à peu près 0,5 mégapascal, comme vous voyez ici. Ces courbes montrent la contrainte en fonction de la déformation pour les particules avec une loi élastoplastique avec éclusage isotrope linéaire, simulée avec la méthode MPMCD. Sur cette figure, on voit les diagrammes force déformation pour la particule néoquin avec la méthode FMCD. Ici, on peut voir également les résultats expérimentaux. Pour cela, on utilisait ce dispositif expérimental qui est composé d'un appareil de compression placé sur un scanner. Les images obtenues de la procédure de compression ont été analysées en utilisant une méthode DIC adaptée à des grandes déformations. Vous voyez ici les résultats numériques expérimentaux sont en bon accord. On a également comparé avec l'analyse de Hertz pour un disque. Dans tous les cas, une petite déformation, on retrouve la loi de Hertz ici en 2D. On a vu la relation contrainte-déformation pour une seule particule déformable. Nous avons également étudié le comportement collectif d'un assemblage de telles particules pour la compression uniaxiale. Ces cours montrent la contrainte verticale en fonction de la déformation verticale pour cet assemblage de particules élastiques en utilisant MPM après le point de blocage des particules, c'est-à-dire lorsque les particules ne peuvent plus bouger individuellement. Trois facteurs contrôlent la compaction d'un assemblage, les réarrangements de particules qui essentiellement avant la compacité fixée, la compacité correspondant au point de blocage. Au-delà du point de blocage, le changement de volume et de forme des particules gouvernent essentiellement l'évolution de l'assemblage. Seuls ces deux derniers facteurs permettent à la compacité de dépasser la compacité RCP. Pour décrire quantitativement l'évolution de la contrainte verticale, on peut considérer que la contrainte verticale sigma est reliée à la déformation verticale epsilon via un module de compression effective M effective. Autour du point de blocage, on peut également supposer que le changement de forme et de volume des particules est négligeable et les particules molles comportent comme les particules dures avec une loi de contact de Hertz. Donc, on peut obtenir MF en fonction de la connectivité Z et la compacité phi et le module effectif aux étoiles. Étant donné que autour du point de blocage Z est à peu près 4 et phi c'est à peu près égal à 0,8 en 2D, on trouve le module de compressivité effective égal à 0,4 aux étoiles. Donc, pour les deux diagrammes de contrainte de déformation verticale obtenus de la simulation MPM et la FEM, dans lesquels la contrainte est normalisée par le module effectif aux étoiles, on constate qu'au début des courbes, le comportement sont linéaires et la pente est un peu inférieure par contre à 0,4. Cette différence peut être expliquée par l'effet de discrétisation. En fait, lorsque la finesse de discrétisation augmente, la valeur aux étoiles diminue et rapproche à la valeur analytique. Donc, la valeur d'aux étoiles, dépendant de la discrétisation, est un peu plus grande. Par contre,
au-delà du point de blocage, comme vous voyez ici, on a un comportement non linéaire dû au changement de forme et volume des particules. Cela peut être également décrit quantitativement. Cette fois, on souhaite exprimer la contrainte verticale en fonction de la compacité pour une compression uniaxiale. Donc, on considère toujours la relation entre la déformation verticale et la contrainte verticale via le module effectif MF. Pour un système particulier, on sait que la contrainte sigma est proportionnelle à la contrainte moyenne des particules, sigma S, via Z et phi. Le changement de volume des particules est relié à la variation des contraintes des particules via le module de K. Comme M, MF et Z sont des fonctions de phi, comme on verra plus tard, on peut obtenir cette relation entre la contrainte verticale et la compacité avec deux constantes de C1 et C2 à déterminer. Comme je vous l'ai dit, les évolutions de la compacité et la connectivité sont liées. On peut le voir sur ces courbes pour les différentes études que nous avons effectuées. On a défini ici une connectivité relative, Z moins ZC sur Z1 moins ZC, et une compacité relative, phi moins phi C à phi 1 moins phi C. ZC est la connectivité correspondant à phi C, et Z1 et phi 1 correspondent à un état dense qui peut être atteint pour une contrainte de confinement qui tend vers infini. Ce nombre varie donc entre 0 et 1 et peut être relié par une loi de puissance avec un exposant ennemi sans aucun préfacteur. Donc, je précise que nous sommes les premiers à avoir mis en évidence cette relation sous cette forme et pour différentes lois de comportement. Pour étudier la compression uniaxiale d'un assemblage et vérifier la description théorique présentée précédemment, nous avons réalisé des simulations MPM d'un assemblage de 300 particules néoquins et plastiques. Ces simulations ont été effectuées en 2D dans le cadre des conditions de déformation plane. Je précise qu'en considérant les conditions de déformation plane, on effectue des simulations en 2D, mais dans un cadre 3D, et donc tous les paramètres des matériaux sont définis en 3D. On considère d'abord d'un assemblage de particules néoquins. S ici, c'est la seconde contrainte de Kirchhoff. Lambda et mu sont les paramètres de lambda. F, c'est le gradient de déformation. Ici, on voit l'état initial de l'assemblage et trois états de l'assemblage compacté de particules néoquins avec une compacité de 0,97 et plusieurs valeurs de lambda. Je précise que pour lambda égale à 100, les particules sont quasi incompressibles et pour lambda égale à 0, elles sont complètement compressibles. On voit que malgré la même valeur de la compacité, le volume des assemblages est différent en raison des compressibilités différentes des particules. Les formes des particules changent graduellement d'une forme circulaire à une forme presque polygonale, comme vous pouvez voir aussi dans cette vidéo. Ce diagramme montre la contrainte verticale sigma en fonction de phi au-delà du point de blocage pour les différentes valeurs de lambda. La contrainte est normalisée par le module de compressibilité M des particules. Si dans la relation théorique entre la contrainte et la compacité, on définit MF égale à phi M en considérant la règle de mélange de Voigt pour un milieu continu hétérogène avec les valeurs de C1 et C2, C1 égale à 1 et C2 égale à 0,27, les prédictions de son modèle sont en bon accord avec les résultats obtenus numériquement. Mais bien que ce modèle semble prédire bien la contrainte en fonction de phi, les particules néoquines à des capacités élevées peuvent remplir les petits pores restants seulement pour des contraintes beaucoup plus élevées, impliquant des rayons de courbure de plus en plus petits. Donc, lorsque la compacité tend vers 1, la contrainte doit tendre vers infini. Ce modèle n'est donc pas valide pour des valeurs élevées de la compacité. Cela aussi, c'est le cas pour notre simulation. Dans nos simulations, pour résoudre correctement donc, les faibles rayons de courbure au niveau de contact entre les particules, on doit affiner la discrétisation. Donc, pour améliorer ce modèle, on considère le milieu granulaire au-delà du point de blocage comme un milieu poreux. Donc, on peut donc définir le module de compressibilité effective de cette façon. Ici, P,
c'est la porosité, donc P est 1 moins phi. Fe, F mu sont les exposants caractéristiques du module de Young et de cisaillement, et PC est la porosité à laquelle les modules de Young et de cisaillement effectif devient nul, c'est-à-dire juste avant le point de blocage. Si on considère à nouveau les résultats MPM pour les particules néoquins, mais cette fois en normalisant la contrainte par le module de Bulk, on trouve que les prédictions du module sont en bon accord aussi avec les résultats MPM. On considère maintenant dans l'assemblage des particules élastoplastiques. La loi élastoplastique est considérée avec écrasage isotrope linéaire. Ici, on voit l'état initial de l'assemblage et 4 états de l'assemblage compacté de particules pour une compacité de 0,97 pour les particules élastiques et les particules plastiques avec plusieurs valeurs de dureté H. On constate que la forme des particules ici aussi change graduellement d'une forme circulaire à une forme polygonale avec des coraux plus grandes pour les particules élastiques en comparaison avec des particules plastiques qu'on voit ici. Ce diagramme montre la contrainte sigma en fonction de la compacité, au-delà de points de blocage pour les particules élastiques et plastiques avec différentes valeurs de H. La contrainte est normalisée par le module de Bulk, K, des particules. On utilise le modèle précédent et on l'adapte aux particules plastiques. Pour cela, on décompose la contrainte en partie élastique sigma E et en partie plastique sigma P. Fp est la fraction volumique plastique définie comme le rapport entre le volume des régions plastiques des particules et leur volume total. Pendant la compaction, avant le blocage, Fp est nul, mais au-delà du point de blocage, on peut supposer que Fp augmente comme une loi logarithmique avec phi. On voit ici qu'avec les mêmes paramètres que pour les particules néoquins, et alpha égale 2,5 pour les particules plastiques, notre modèle peut prédire le comportement de l'assemblage des particules élastoplastiques, ce qui montre le robustness de notre modèle, en sachant que ce modèle doit être encore validé avec d'autres simulations et des résultats expérimentaux. Ici, on considère de nouveau l'assemblage précédent, mais simulé cette fois avec la méthode BPM. Ce diagramme montre l'évolution de la compacité en fonction de la contrainte verticale. Pour décrire quantitativement l'évolution de la contrainte verticale dans le cas IPM, on peut considérer que la variation de la compacité delta phi est proportionnelle à la porosité, 1 moins phi, et à la variation de contrainte delta sigma. Cela conduit à une augmentation exponentielle de phi en fonction de sigma pour ces simulations. C'est le phi présenté sur cette figure. Pour étudier l'effet de frottement sur la compaction uniaxiale dans l'assemblage, on a simulé l'assemblage de 400 particules néoquins en utilisant l'approche FEMCD avec plusieurs valeurs de frottement. On observe d'abord que la compacité de point de blocage Fiji diminue lorsque le coefficient de frottement augmente. Quelques auteurs ont proposé une loi empirique de puissance entre la contrainte et la compacité. On peut voir que cette loi marche bien pour les valeurs moyennes de compacité et la valeur d'exposant alpha augmente avec le frottement ici. Dans le cadre de la thèse de vous, on s'est également intéressé à l'étude expérimentale des particules molles. Donc, pour cela, on a utilisé le dispositif expérimental présenté précédemment. On a étudié plusieurs assemblages de 100 particules néoquins numériquement par l'approche FEMCD, expérimentalement par la technique DIC. Vous pouvez voir ici 3 états de compaction numérique expérimentale lors de la compression uniaxiale pour différentes valeurs de compacité. Le code couleur est la valeur de la densité d'énergie de déformation calculée à partir des chambres de déformation numérique expérimentale. Sur cette figure, on voit l'énergie totale de déformation en fonction de la compacité. Comme on ne connaissait pas le coefficient de frottement entre les particules et parois, on a testé différentes valeurs de frottement et on a constaté que pour un frottement de 0,3, les résultats numériques expérimentaux sont les plus proches. Si on trace maintenant la connectivité obtenue expérimentalement et celle obtenue numériquement avec le frottement de 0,3,
en fonction de leur compacité, on constate que la même loi de puissance est également valable ici. En plus de la compression uniaxiale, on a également étudié la compression biaxiale. Donc, l'échantillon d'abord préparé par compaction isotrope. Toutes les simulations sont réalisées par la méthode PPM. Nous avons préparé plusieurs échantillons en utilisant différentes valeurs de confinement entre 0,2 et 3,6 MPa, en sachant que le contrainte caractéristique de matériaux est 1 MPa. Ensuite, ces échantillons isotropes ont été soumis à une compression biaxiale en gardant la contrainte horizontale constante et en appliquant une vitesse constante sur la paroi supérieure. La déformation est quasi statique. Je me contente de vous montrer seulement ces deux vidéos pour deux valeurs différentes de la pression de confinement. Les comportements obtenus sont très intéressants dans la mesure où les formes de particules dépendent de la pression de confinement. Mais par manque de temps, je ne vais pas les présenter ici. Je vais maintenant présenter très rapidement mes travaux sur les matériaux granulaires humides réalisés dans le cadre de thèse de Tantongwo. Ces matériaux sont très courants dans la nature de l'industrie. Ici, nous pouvons voir un exemple d'avalanche de débris qui est composé de grains mélangés à de l'eau s'écoulant sur la montagne. Dans cet exemple, nous voyons la rupture de pente après une pluie intense. Et dans l'industrie, de nombreux procédés font appel à des grains mélangés à un liquide appliqués à la science alimentaire ou au procédé d'agglomération dans un tambour tournant afin de créer des granulés. Pour l'écoulement rapide des matériaux granulaires secs, l'effet d'inertie devient important. Ces effets sont décrits en moyenne d'un nombre d'inertie sans dimension, I, qui est défini comme un rapport entre la contrainte inertielle sigma I et la contrainte de confinement sigma P. Dans les matériaux granulaires secs, le coefficient apparent mudé, le coefficient de frottement apparent mudé et la compacité phi sont exprimés en fonction de I, alors que mudé augmente, phi diminue en fonction de I. Le but de notre étude actuelle était de prendre en compte l'influence des forces capillaires entre grains. Donc, les mélanges de grains avec un liquide pouvaient être trouvés dans différents régimes. Pour une petite quantité de liquide, le liquide se présente sous la forme des pontes capillaires entre les particules, le régime pendulaire. Lorsque la quantité de liquide augmente, les clusters de liquide apparaissent, donc les régimes funiculaires. Et pour une quantité de liquide encore plus importante, toutes les particules sont émergées dans le liquide, à l'exception de limites des particules, donc régime capillaire. Et enfin, tous les grains sont immergés dans le liquide, donc c'est complètement saturé. Dans des écoulements complètement saturés, Amarsil et ses collaborateurs ont montré que mu et phi se regroupent sur une courbe de Montresse en fonction de nombres sans dimension IV qui combine I et de nombre de Stokes qui est défini comme le rapport entre la contrainte inertielle et la contrainte viscose sigma V. Dans ces simulations, ils ont fait varier un large éventail de valeurs de paramètres comme la viscosité liquide, le taux de cisaillement, la contrainte de confinement et la densité de particules. Cependant, dans ces trois régimes insaturés, la tension de surface liquide-gaz induit à la force d'attraction capillaire entre les particules qui conduit aux forces cohésives viscoses entre les particules dans le milieu granulaire. Comme vous pouvez voir ici, les études que nous avons réalisées par simulation DEM en 3D impliquent donc la loi de cohésion capillaire et en plus de forces viscoses dues à la présence de fluide. Dans le modèle numérique, la force cohésive et la force de cohésion capillaire est une conséquence de l'équation de Laplace-Young. À l'étape pendulaire, une solution approximative de cette équation est donnée par cette expression. La force capillaire diminue en valeur absolue avec le gap delta n jusqu'à une distance de rupture qui dépend de la quantité de volume de liquide VB. La force viscose
de liquide est due au effet de la lubrification. Elle est proportionnelle à la vitesse normale et à la viscosité de liquide, mais inversement au gap delta N. Cependant, afin d'éviter la divergence de la force viscose lorsque delta N tend vers 0, nous introduisons une taille de rugosité delta 0N, delta N0 pardon, pour les particules. Ici, la force viscose diminue en fonction de delta N jusqu'à une distance de rupture. L'échantillon granulaire est cisaillé jusqu'à atteindre l'état d'équilibre. Toutes les variables d'écoulement, comme le coefficient de frottement, comme le coefficient de frottement apparent et la compacité, sont calculées à l'état d'équilibre. Nous avons effectué 248 simulations 3D de cisaillement d'échantillons granulaires de 20 000 particules en maintenant la valeur de frottement constante et en faisant varier les paramètres d'écoulement dans une large gamme, comme vous voyez ici. Ici, on voit le coefficient de frottement mou et la compacité phi en fonction de I pour toutes les simulations. Comme dans le cas de matériaux granulaires secs, mou augmente et phi diminue, mais avec des valeurs et des taux différents en fonction de la cohésion et de la viscosité. Donc, la question est la suivante. Est-il possible de faire regrouper toutes ces données sur une courbe motrice unique, comme l'échelle proposée par Amarcy et ses collaborateurs pour le cas saturin? La réponse est oui. On voit ici que le coefficient de frottement mu et la compacité phi normalisées par les valeurs quasi-statiques, mu c et phi c, peuvent être mises à l'échelle en fonction d'un nombre d'inertie généralisé IM qui définit de cette façon et combine les effets cohésifs et visceux. Je précise que IM tend vers I quand le nombre de Stokes tend vers infini et l'indice de cohésion tend vers 0. Maintenant, la question est que comment on définit IM? Pour définir le nombre d'inertie généralisée IM, on a analysé différentes contraintes caractéristiques. Nous connaissons déjà la contrainte de confinement, sigma P, qui est imposée sur l'échantillon. La contrainte cohésive, sigma C, est proportionnelle au rapport entre la tension de surface et la taille moyenne des particules. Les deux contraintes, sigma P et sigma C, sont indépendantes du taux de cisaillement. Ensuite, nous avons la contrainte inertielle, sigma I, qui est proportionnelle au carré de taux de cisaillement. Et enfin, la contrainte viscose, qui est proportionnelle au taux de cisaillement. Les contraintes inertielles et viscoses augmentent tout d'eau avec les taux de cisaillement. En raison de l'additivité des contraintes, nous pouvons considérer que la contrainte totale indépendante de taux comme une combinaison linéaire de sigma P et sigma C est la contrainte totale dépendante de l'inertie comme la combinaison linéaire de sigma I et sigma V. Alpha et bêta sont deux facteurs à déterminer. Nous pouvons donc définir le nombre d'inerties généralisées de cette façon. On voit ici les valeurs de mu normalisées par sa valeur quasi-statique, mu c, sont groupées sur une courbe maîtresse en fonction de IM en choisissant alpha comme 0,062 et bêta 0,075. En fait, mu c est une fonction de l'indice de cohésion lorsque IM tend vers 0. Cette courbe peut être bien ajustée par cette forme, avec U delta M et IM sont des paramètres libres. Il est intéressant de noter que cette forme d'ajustement est la même que pour les écoulements granulaires secs lorsque mu est tracé en fonction de I. Nous avons également obtenu un bon regroupement sur une courbe maîtresse pour la compacité en fonction de IM, avec les mêmes valeurs de alpha et bêta. Donc, nous voyons que IM étant le concept de nombre d'inertie I et décrit bien la rhéologie des écoulements granulaires humides. Les valeurs de alpha et bêta reflètent le mécanisme local de dissipation et il serait bien de les mesurer à partir des expériences. Sur la base des éléments que je viens de présenter, de nombreuses perspectives de recherche existent. Je vous présente ici quelques pistes que je souhaiterais développer dans les années à venir. D'abord, je viens d'obtenir un financement ANR Jean Chercheur pour l'étude numérique de la compaction des matériaux
particulières, telles que les matériaux de construction, les poudres métalliques, les produits alimentaires et pharmaceutiques. En fait, on s'intéresse seulement aux deux dernières étapes de la procédure de compaction, à savoir la compaction et la décompaction ou l'éjection. Pendant la compaction, les particules peuvent atteindre une complexité élevée du fait de rangement des particules, de changement de leur forme plastiquement et plastiquement et aux contraintes élevées de leur fragmentation. La décompaction peut créer des défauts dans le compact, d'où par exemple des formations élastiques restantes dans le compact. Notre approche numérique se base sur la méthode aux éléments discrets couplée avec la méthode des points matériels pour les particules ductiles. Les particules fragiles sont modélisées comme des agrégats cohésifs de cellules liées des formats. À l'aide de ce cadre numérique, on réalisera une analyse physique systématique de comportement rhéologique et textural des matériaux particuliers déformants et fragmentales sous compaction et décompaction. Un deuxième thème d'étude concerne l'étude expérimentale et numérique de comportement agglomérats pour estimer leur rapidité d'écoulement. Ce thème sera développé dans le cadre d'une thèse financée par le CEA Marcul. Nous avons déjà étudié dans le cadre de thèse de Vaux l'évolution de agglomérats dans un tambour tournant et un écoulement de cisaillement et la résistance d'agglomérats granulomites. Il s'agit ici, à présent, de prendre en compte les formes et les tailles des particules et appliquer à des poudres industrielles. Enfin, un autre aspect qui m'intéresse concerne la rupture des milieux poreux et granulaires cimentés. J'ai commencé en collaboration avec l'Université de Newcastle sur l'étude de la fragmentation des géomatériaux en utilisant la méthode LEM. Dans ce cadre, j'ai participé à l'encadrement d'un étudiant de master. Les premiers résultats sont intéressants. Il s'agit ici de prendre en compte les formes complexes de grains et des critères de rupture adaptés aux matériaux cimentés. J'ai également commencé à développer cet aspect avec l'INRA, avec Xavier Franck et Jean-Yves Delaine. Dans ce cadre, on souhaite étudier les matériaux granulaires cimentés, les matériaux poreux, les matériaux cellulaires avec une application aux matériaux lignocelluliques et aux procédés de broyage. Vous pouvez voir ici d'exemples de simulation correspondant à ces matériaux avec la méthode péridynamique. En guise de conclusion, j'ai développé des approches numériques pour la simulation du milieu discret en couplant les approches continues et discrètes. En utilisant les approches numériques, j'ai étudié la rhéologie et l'homogénéisation du milieu granulaire à partir des paramètres liés à la microstructure tels que la connectivité et l'anisotropie. Dans la mesure de possible, j'ai comparé mes résultats numériques avec ceux obtenus expérimentalement. J'ai également étudié des milieux granulaires avec des interactions complexes comme adhésion et viscosité. Tous ces éléments m'ont permis de développer des collaborations scientifiques et industrielles et constituent une base d'outils et des compétences qui vont me permettre d'avancer dans mon projet de recherche dans les années à venir. Merci d'abord à tous mes collaborateurs, qui sans eux, c'est